Voilà, bonjour, je suis Stéphane Orlando de l'association Mémoire de Poilus. Alors derrière moi, vous avez une reproduction du char Saint-Chamond M1 de 1917 qui est fonctionnel. Alors ce char est armé d'un canon de 75 Saint-Chamond, de 4 mitrailleuses Hotchkiss 1914, composé de 8 hommes d'équipage pour un poids de 22 tonnes. Alors c'est un char qui fait 2,30 m de large, 2,70 m de large, 2,30 m de haut et 9 mètres de long, canon compris. Ce char a été créé en 1917. Alors c'était pour enfoncer les lignes ennemies tout simplement. Alors ce char-là, la reproduction de ce char a été détruit en 1918. Il a réellement existé. Nous avons reproduit à l'identique parce que c'est le seul char dont nous avons les photos des 4 côtés, ce qui nous a permis de reproduire son camouflage et ses marquages bien entendu. Voilà, je vous fais découvrir l'intérieur du char. Alors à l'avant, vous avez 3 postes de mitrailleuse, un à gauche, un à droite, un devant, le canon de 75 Saint-Chamond, le poste de pilotage de l'officier. Là, je ne sais pas si vous voyez à gauche du canon la selle, c'est la position du pointeur qui donne les ordres aux tireurs pour régler les fusées des obus qui sont situés dans les 10 alvéoles que vous avez là, devant vous. Là au fond, vous avez l'armoire qui contient les obus non chargés. Et là sur le côté, vous avez l'armoire qui contient les bandes de mitrailleuses articulées des Hotchkiss 1914. Et là au milieu, bien entendu, le moteur, qui prend une grosse place. Et puis c'est assourdissant, c'est un environnement assez hostile, c'est assourdissant, l'odeur du carburant. Alors on imagine l'odeur de la poudre, parce qu'évidemment nos armes ne sont pas fonctionnelles, pas avec des balles réelles. Et le bruit c'est vrai que c'est fatigant, le bruit est très très fatigant. Alors vous voyez que c'est assez exigu. Là, c'est assez compliqué pour passer. Alors là, vous aviez le pointeur qui était assis ici. Alors c'est une position très inconfortable parce qu'il a sous ses pieds les galets qui servent à aider le franchissement. Je ne sais pas, vous devez en voir un ici. Vous voyez le galet? Voilà, vous en avez 2 à l'avant et un gros à l'arrière. Parce qu'évidemment, le problème de ce char, c'est le porte-à-faux important à l'avant et le poids du canon qui déséquilibre le char. Vous avez un porte-à-faux trop important à l'avant et à l'arrière. Et des toutes petites chenilles au milieu. Donc le char avait toujours tendance à se ficher dans le sol et ces galets en général aidaient à franchir l'obstacle. Là vous avez, qui n'est pas présent actuellement, normalement vous avez un projecteur. On ignore si les chars ont servi la nuit, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et là je vais pouvoir me prendre en place, alors c'est très délicat, au poste de pilotage. Vous voyez, là vous avez l'accélérateur pour augmenter le régime du moteur. Là vous avez le démarreur, celui-ci c'est un moteur contemporain, donc c'est un démarreur classique. Et là vous avez les manettes pour avant, arrière. Et là c'est l'arrêt moteur. Là vous avez l'arrêt moteur. Et là vous avez, alors ça on ignore, on n'a pas trouvé de document là-dessus. Vous avez un genre de périscope qui vous permet de voir devant la chenille gauche. Mais c'est vraiment très réduit. Et vous voyez que là, j'ai très peu de vision. Alors je vais vous démarrer le moteur, si vous voulez. En effet, c'est très bruyant. Et vous voyez, il faut vraiment être contorsionniste pour pouvoir se déplacer dans le char. Bon là, évidemment, cette caisse n'est pas présente d'origine, mais c'est ce qui nous permet de pouvoir alimenter le canon en gaz pour faire du tir, de la simulation de tir. Voilà, vous voyez, c'est très petit. Tout le monde me dit que ça a l'air grand, mais pas du tout. Pas du tout. Quand vous avez un mitrailleur ici, un là, l'officier qui commande, vous avez le pointeur là, un autre mitrailleur, et puis souvent un homme qui s'occupe
d'approvisionner le canon. Alors pour approvisionner le canon, évidemment comme le tube recule à chaque tir, pour éviter de blesser un soldat, on doit déverrouiller le garde-corps, le faire basculer, et après nous avons accès à la culasse pour pouvoir charger l'obus, refermer, reverrouiller le garde-corps pour se protéger, et après on faisait le tir, le tube reculait à peu près jusqu'ici. C'est pour ça que cette grille est là pour protéger. Et tout ça avec un soldat qui est accroupi ici, avec une mitrailleuse. Vous voyez, c'est pas du tout confortable. Ici, et puis je vais vous montrer à peu près là, ouais. Et ici. Après, vous avez des volets d'observation. Voilà. Évidemment, les trappes des kiosques d'observation sont fermés en combat. Là, c'est ouvert pour la ventilation. Et là, j'ai justement deux exemples de chenilles. Là, c'est une chenille de 500, ce ne sont pas des chenilles d'époque. On n'a pas pu reproduire. Puis c'est beaucoup plus confortable pour se déplacer, pour le char. Là, derrière vous, vous avez deux chenilles. Là, vous avez une chenille du modèle M2, la dernière version. Et ça, c'est la chenille. Ça, c'est une chenille d'époque. Du côté gauche, vous voyez le G. C'est les premières séries décalées. Elles sont asymétriques. Ça, c'était retrouvé récemment sur un terrain d'entraînement. Une pièce d'époque. Et combien de construits Alors, tout modèle confondu, on est environ 400. Entre les M1, les M2 et les chars de dépannage. Les chars de dépannage, c'est le même char, non armé. On a retiré le canon et tout l'armement, quoi. Et il servait pour remorquer les chars en panne. Là, je peux vous présenter la partie arrière si vous le souhaitez. Alors là, à l'arrière, c'est tout simple. Vous avez le lot de bord, les outils. Ça, c'est un exemple. Hein. Vous avez des outils réglementaires et puis les soldats, l'équipage, rajouter des outils supplémentaires pour avoir un peu plus de confort et puis selon le terrain qu'ils utilisaient. Donc il y a une masse, des pelles, des pioches, divers outils divers et variés. Voilà, pour le nettoyage des chenilles surtout parce qu'elles s'encrassaient et pour éviter qu'un galet se coince dans les chenilles, donc il fallait nettoyer régulièrement après les combats. Et il y avait un entretien assez rigoureux sur les chars. Alors là c'est la partie arrière. Là vous avez évidemment le mitrailleur arrière qui servait très rarement. Là vous avez la partie arrière du moteur, bon les batteries évidemment. Là vous avez le poste de pilotage de l'inverseur. C'est-à-dire que le char ne faisait jamais demi-tour sur un champ de bataille. Déjà il était très lent, donc très vulnérable à une attaque ennemie. Donc on avait un poste de pilotage arrière, c'est-à-dire qu'il repartait dans l'autre sens pour se dégager. Là nous avons refait ça c'est le râtelier pour transport des mitrailleuses. Alors quand le char était déplacé par voie ferroviaire, on démontait les mitrailleuses et on les installait ici. Voilà, et ça c'est une caisse à outils classique, parce qu'évidemment on a besoin d'outils. Ça c'est le galet de franchissement arrière. C'est-à-dire comme l'arrière a un porte-à-faux aussi important, c'est le galet qui touche en premier pour essayer de faire rouler le char en avant. Ça ne fonctionnait pas toujours. Hein. De toute façon, ce char-là a une conception dépassée et pas adaptée. Mais ça a été fait dans l'urgence et c'était l'artillerie spéciale est une arme qui a été inventée pendant la Grande Guerre. Donc c'était les prémices de l'artillerie spéciale. Bonjour. En fait, voilà, je vais vous raconter un peu l'histoire de mon grand-père maternel, qui a vécu donc toute la guerre de 14-18, qu'il l'a faite d'ailleurs. Donc, en fait, je suis belge. Mon grand-père, bien sûr, a fait la campagne de Belgique. Donc, tout est parti, bien sûr, par l'invasion des Allemands en 18, bien entendu. Donc, dans le sillon Sambre-et-Meuse, Liège, Namur, Charleroi. Donc, il est arrivé dans les premiers combats. Ensuite, les Français sont arrivés à la rescousse, comme on dit. Donc, eux sont partis sur le nord, défendre les ports d'Anvers, Dixmude, tout ça. Donc, mon grand-père a
a tenu position par là, avec sa troupe, bien sûr, ses régiments, pendant 4 ans. Donc ils sont restés là avec des contre-attaques, des contre-offensives, des attaques, des contre-attaques, voilà. Donc voilà, donc en tout il a fait 6 ans, 6 mois de guerre. Pourquoi? Parce qu'il a été mobilisé en 13 pendant son service militaire. Donc ce qui implique quand même une très longue durée de guerre, je vais dire. En fait, il a été blessé 2 fois, il a été blessé au genou et il a été gazé sur la fin de la guerre, en novembre 18, dans la région de Zommerghem en Belgique. Donc de ça, il a été évacué. Mais il a été évacué sur l'hôpital de Calais par la Croix-Rouge. Et là, bon, il a été soigné et tout ça. Donc, et à l'époque, il y avait des marines de guerre, qu'on appelle ça. Donc en France comme en Belgique. Et il a reçu un colis, un beau jour, il reçoit un colis dans ses histoires, dans ses affaires. Et il ouvre le colis, il y avait donc 2 paires de chaussettes, des biscuits, bon, des images saintes et un petit mot, enfin bon, toutes sortes de choses. Bon, il laisse tout ça là, il regarde, et bon, c'est une anecdote, mais c'est comique de le savoir. Alors il prend sa paire de chaussettes, il regarde et il sent quelque chose à l'intérieur. Alors bon, il regarde et il y a un petit mot, une lettre, bon, voilà. Et il prend la lettre, il regarde, bon, ah, tiens, une lettre. Voilà, bonjour monsieur, voilà, je voudrais être votre marine de guerre. Je m'appelle Marc Chéron et j'habite Rouen, Petit-Quevilly. Voilà, je vous désire dès que vous pouvez, si vous pouvez venir me voir, ça me ferait plaisir. Donc mon grand-père, bon ben ok, il replie tout, il est fini, il est soigné tout ça, il revient en Belgique, mais ça le trotte. Ah, il était jeune quand même à l'époque, hein, une vingtaine d'années, bon, il n'y avait pas des boîtes de nuit comme maintenant, hein, donc il se dit, une petite femme qui m'écrit, c'est quand même intéressant. Donc là reparti sur Rouen. Il est reparti par ses propres moyens, il est arrivé à la maison, et on lui présente la fameuse Marc Chéron. Et en fait, Marc Chéron est devenu sa femme, ma grand-mère. Donc, il est revenu en Belgique, il a fait les papiers nécessaires, tout ça, il est allé la rechercher en France, et ils sont revenus, et ils ont acheté leur maison, et ils ont vécu pendant des années bien heureux, comme on dit, en ayant une fille, donc ma maman, qui est née en 18. Voilà. Donc ça c'est pour l'anecdote de dire que, en fait, mon grand-père disait toujours, ben, j'ai connu ma femme dans une paire de chaussettes. Voilà. Alors il sait, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je fais un devoir de mémoire, en son honneur, parce que bon, il était du 4e régiment de ligne. Donc je le fais en son honneur pour dire, bon, c'est la première fois que je le fais, hein, parce que comme j'ai eu l'occasion de le connaître très longtemps, il est décédé à l'âge de 100 ans et 7 mois, donc je l'ai connu très très longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai son histoire complète. Et donc voilà, aujourd'hui, ben, c'est une histoire à devoir de mémoire commémoratif, quoi, voilà. Donc en fait, ça représente une tranchée belge de l'époque. Pourquoi des sacs? Parce que bon, chez nous, si vous creusez, vous avez de l'eau. Donc vous êtes obligé de mettre des sacs pour protéger. Donc c'est pour ça, c'est typiquement, disons, presque belge, je veux dire, d'avoir des sacs de sable. Parce qu'ici c'est de la paille, mais à l'époque c'était de la sable ou de la terre. Donc il y a une mitrailleuse SMG-08. Donc la même que les Allemands, je veux dire pratiquement, ils étaient tous équipés de la même chose. Vous avez des périscopes, on appelle ça, donc pour voir au-dessus de la tranchée, qui permet de voir l'ennemi et l'horizon au-dessus de la tranchée. Et l'abri représente un peu donc tout ce qu'on pouvait trouver à l'intérieur, bon, les couchages, bon, l'alimentation, la toilette, enfin tout, quoi. Sans oublier les rats. Très important parce que c'était des grands consommateurs, ils les mangeaient, ils arrivaient à les capturer, ils les mangeaient, les cueillaient, ils les mangeaient. Donc quand ils n'avaient rien d'autre, ils mangeaient parce que c'était très pauvre en aliments. Donc voilà, en gros, bon, lorsque ça représente une tranchée de l'époque. Bonjour, je suis Nicolas Drouot, le président de l'association Fer de Lance, une association qui a été créée en fin 2018, donc à la fin du centenaire. Donc on sortait un petit peu auparavant et on a décidé à la fin du centenaire de la Grande Guerre 14-18. Donc on a décidé de se monter en association. Puisqu'on avait de plus en plus de demandes, on était de plus en plus nombreux, donc on a voulu faire quelque chose un petit peu plus conséquent. Et on s'est orienté sur un créneau de montrer le patrimoine équestre français, de
1870 à 1940 inclus. Alors on a un petit peu débordé, on est allé un petit peu avant, notamment jusqu'au Second Empire, Premier Empire, parce qu'on sort aussi des attelages, des voitures militaires et civiles. Des voitures civiles, on en a presque une cinquantaine, qu'on restaure et qu'on attelle sur différents événements. Et donc voilà, là on est présent ici au musée de Meaux pour l'événement annuel pour représenter la cavalerie française de 1918. C'est un thème qui nous est à cœur, comme beaucoup d'autres thèmes. On représente le 4e régiment de hussards, qui est le régiment le plus proche du siège social. On n'est pas loin de Rambouillet, donc ce régiment il a caserné très longtemps. Voilà, donc on représente vraiment la cavalerie de la fin de la Première Guerre mondiale, donc avec la reprise de la guerre de mouvement. C'est un thème qui est un petit peu méconnu, qu'on a voulu remettre à l'honneur ce week-end, comme beaucoup de choses qu'on remet à l'honneur tout au long de l'année, que ce soit en 14, en 40, avec le rôle de la cavalerie en 40, avec beaucoup d'attelages civils, que ce soit de l'agricole, que ce soit de la voiture en ville, que ce soit de la voiture utilitaire, de la voiture de pompier. On fait énormément de choses tout au long de l'année pour le patrimoine équestre français. Alors, pourquoi est-ce que je fais de l'infirmière poilue? Bon, ça s'est trouvé tout à fait comme par hasard. On a monté un groupe et puis les femmes de la bourgeoisie se sont proposées pour être infirmières. Donc, infirmière à l'époque, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école d'infirmière. Donc, elles se sont formées sur le tas. Elles sont rentrées. Les premières infirmières, ce sont les religieuses et les prostituées repenties. Et puis donc après en 14, on a eu besoin beaucoup d'infirmières. Donc on les a formées avec ce manuel. Voilà, le manuel de l'infirmière. Et pourquoi SBM? C'est la Société de secours aux blessés militaires. Donc qui a été créée en même temps que la Croix-Rouge par Henri Dunant. Donc les infirmières de la SBM, elles étaient chargées de soigner les blessés qui arrivaient par train. Les trains sanitaires arrivaient, la SBM était là pour les soigner et pour s'occuper d'eux avant qu'ils repartent dans les hôpitaux à l'arrière. Vous avez ici d'ailleurs le parcours du blessé, parcours idéal d'un blessé entre la ligne de front, voilà, entre la ligne de front qui est ici jusqu'aux hôpitaux à l'arrière quand le degré de blessure le nécessite. Vous avez donc différentes strates. Donc on a recueilli, depuis qu'on a fait notre association, nous avons recueilli pas mal d'instruments d'époque. Il n'y a pas d'instruments de reconstitution ici. Et donc ce qu'on pouvait trouver dans un hôpital de campagne pour soigner rapidement les premières blessures. Vous avez des objets de tranchée aussi, j'en ai un très intéressant. Vous avez un petit objet de tranchée, bon celui-ci tout le monde connaît, enfin beaucoup de gens connaissent, c'est dans la douille d'obus on fait le petit briquet. Celui-ci on le retrouve facilement. Celui-ci dans une douille beaucoup plus petite, en fait le soldat a creusé pour installer une petite statue qu'il portait autour du cou. C'est un petit porte-bonheur, un petit gris-gris, c'était une sainte qui protégeait. Mais ils avaient du temps dans les tranchées, ils n'étaient pas forcément toujours au feu. Ils avaient du temps dans les tranchées, donc on fabrique ça, on fabrique aussi des petits soldats. Et puis les obus qui sont que mon collègue à côté a, les obus gravés. Ici vous avez une scie à os, une scie de campagne. Cette scie est allemande, avec les ampoules de fil à suturer. Donc elles sont stériles, enfin plus maintenant mais elles sont stériles. Et suivant la taille de la blessure, vous avez des fils plus ou moins gros. Ensuite vous avez le coin du dentiste. Donc on soigne les dents. Donc l'amalgame et puis les différents instruments que pouvait avoir le dentiste, que l'on retrouve de nos jours. Hein. Vous avez encore, c'est les mêmes instruments, ça n'a pas beaucoup changé. On a toute une batterie de médicaments qu'on pouvait trouver à l'époque. Très important la crème pour les pieds, puisque le pied du soldat souffre beaucoup. Donc achyléine, existait déjà.
Bon, ici un petit aperçu de ce qu'on pouvait avoir en laboratoire avec les albuminomètres. Voilà, et très beaux objets aussi. Donc on met un précipité au fond, on met l'urine par-dessus et puis suivant ce qui se passe, on saura s'il a de l'urée ou pas. Et l'albumine. Donc je montrais tout à l'heure le petit réchaud pour pouvoir stériliser rapidement les scalpels, les aiguilles, tout ce qui peut rentrer dans la peau. Donc le petit réchaud de campagne, il est costaud, il se promène. Également vous avez les rince-œils, puisque vous savez qu'il y avait des gaz dans les tranchées. Donc les blessés, parce qu'ils sont plusieurs, les blessés qui sont gazés, on les emmène. Il y a des photos, on les met à la queue leu, ils sont tous bandés. Et une fois qu'on peut arriver à l'hôpital de campagne, on met de l'eau, on fait bouillir de l'eau et puis on rince les yeux. C'est pas pour les guérir, c'est pour les soulager. Voilà, vous avez donc une petite reconstitution de ce qu'on pouvait avoir sur un champ d'opération. Comme on est gentil quand même, on a le masque anesthésiant. C'est le masque d'ombre d'âne. Parce que M. Ombre d'âne l'a mis au point. Donc ce masque est composé de petites éponges dans la sphère. On imbibe ces éponges avec de l'éther ou du chloroforme, suivant le produit qu'on va avoir. Ici, vous aviez un petit masque en caoutchouc. L'infirmière était chargée de maintenir le masque au-dessus de la bouche et du nez du patient. Ici, vous aviez une vessie de porc, donc qui se gonfle et qui se dégonfle suivant la respiration du blessé. Et sur le côté de la sphère, une graduation pour ouvrir, plus ou moins, pour que le blessé respire. Donc on anesthésie, quand on peut on anesthésie. Donc les instruments que vous voyez là, vous allez les retrouver encore de nos jours dans les salles d'opération. Ce sont les mêmes. Et ici donc des éclats d'obus, des éclats des plus ou moins grandes, des petites balles, ce qu'on pouvait trouver et ce que l'on avait à l'intérieur des blessés. Et grâce à Marie Curie et les petites Curie, vous savez, ce sont ces ambulances, ces voitures dans lesquelles elle a mis son instrument de radiographie. On a pu sauver beaucoup de gens grâce à ça. Puisque le médecin, quand il n'a pas de radio et qu'il voit une blessure, il va chercher avec sa pince, il ne sait pas forcément où est l'éclat. Avec l'avancée de cette radio, le médecin, l'instrument est au-dessus. Le médecin, il tient comme ça, il tient son visage et il voit exactement où il doit récupérer l'éclat d'obus ou la balle. Donc on a sauvé encore plus de gens grâce à Marie Curie. Justement, avec Marie Curie, on a pu avoir les radios et on a accédé effectivement tout de suite aux blessures qui pouvaient se faire à cette époque-là. Voilà. Donc grosse avancée bien sûr. Malheureusement, il faut une guerre. Il a fallu cette guerre pour faire des avancées terribles en médecine. Et voilà, c'était un mal pour un bien. Comme ça. Alors voilà ce que les poilus transportaient dans leur paquetage. Une partie de ce que les poilus transportaient dans leur paquetage. Vous avez ici la partie hygiène corporelle du poilu. De quoi se raser, de quoi se débarbouiller, du savon, un blaireau, un rasoir, un coupe-chou, un peigne en corne, différentes choses. Vous avez à côté de quoi manger, de quoi se restaurer, une petite lampe à bougie pour s'éclairer la nuit pour pouvoir lire. Bien évidemment la paire de lunettes et son étui, de quoi fumer. Ceux qui étaient un petit peu religieux possédaient une petite Bible, de quoi se distraire en jouant aux cartes ou en lisant les journaux, de quoi réparer, de quoi nettoyer divers objets. Voilà. La petite boîte avec la graisse pour les armes et pour les chaussures, le casque, une paire de chaussettes de rechange, une chemise de rechange, une gourde, une gamelle, et vous avez en bas 2 havre-sacs pour transporter le matériel. Alors il faut savoir quand même que les poilus transportaient énormément de choses sur eux avant d'aller au combat. On peut estimer entre 20
et 30 kg. Parce que là, il n'y a qu'une petite partie. Ils avaient en même temps des sacs de vivres pour manger, du papier, des crayons, tout un tas de petites choses qui faisaient la vie quotidienne. Ok, donc on peut parler, si vous voulez, de ce véhicule. Alors il faut savoir que la guerre de 14, ça a boosté les différentes technologies et ça aussi, ils ont été aidés par l'État qui a investi beaucoup dans la recherche et le développement des industries mécaniques. Alors par contre ce véhicule, il est très intéressant parce que par rapport au premier véhicule qu'on avait en début de guerre, qui avait des roues en bois qui ressemblaient plutôt à des fiacres motorisés, là on se retrouve au bout de 4 ans avec des véhicules beaucoup plus modernes. Par exemple ce véhicule-là, on a les premières roues donc qui ne sont pas en bois mais qui sont à rayons. Donc on peut changer par exemple une roue qui a crevé, ce qui n'était pas le cas sur les véhicules de 14. Hein. Après il y a beaucoup d'innovations qu'on trouve déjà sur ces véhicules-là. C'est le démarreur. Alors c'était en option, hein, mais ça existait quand même, c'était le démarreur, c'était un ventilateur pour refroidir le moteur. Et donc ça fait partie des nouvelles technologies. Et il y a la forme elle-même du véhicule qui ne ressemble plus du tout au véhicule de 14. On voit bien que c'est déjà une caisse surbaissée, c'est des véhicules déjà assez modernes. Il y a une autre innovation. On peut voir, alors déjà, on peut voir sur ce véhicule-là, vous avez un éclairage acétylène. Hein. L'acétylène, c'est un gaz, hein, avec un générateur d'acétylène. Et donc ça, c'est la première version. Et la deuxième version, c'est qu'on commence à avoir des véhicules avec des batteries et l'électricité, donc avec des phares électriques. Donc ça, c'est une invention majeure pour les véhicules qui étaient en route. Hein. Oui, en plus, les phares étaient jaunes, en contradiction des phares allemands qui étaient blancs, ce qui permettait de ne pas confondre l'un véhicule par rapport à un autre. Alors après, je peux vous parler d'autres innovations qui ont été dues à cause de la guerre, hein, plus ou moins, et qui ont des répercussions même aujourd'hui. Par exemple, vous avez le sonar hydrophone qui ont été développés pour les sous-marins et pour la chasse des sous-marins et qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'échographie. Hein, ça vient du sonar hydrophone qui a été développé à cette époque. Après, il y a des inventions ou des habitudes qui sont très simples, qui ont changé aussi la vie des gens. C'est par exemple les pilotes d'avions qui ne pouvaient pas utiliser ou difficilement leur montre à gousset. Donc eux, ils se sont mis à mettre leur montre au poignet. À partir de là, c'est développé les montres qu'on a au poignet actuellement. Hein. Donc ça vient de cette période-là. Et ça a été la fin de la montre à gousset. Après, dans d'autres innovations, il y a des innovations qu'on a découvertes par hasard. Par exemple, le gaz moutarde. Alors on s'est aperçu que les soldats qui avaient respiré du gaz moutarde, ils avaient une numération sanguine qui était perturbée. On a isolé la molécule. De cette molécule, on en a fait un médicament qui est toujours utilisé en chimiothérapie de nos jours. Donc ce qui sauve des millions de gens aujourd'hui. Après, comme autre innovation, on a, qui est connu, mais bon, qui paraît coulé de source, c'est le char Renault à tourelle. Donc c'est le premier char à tourelle qui a été créé pour l'occasion. Maintenant, tous nos chars sont à tourelle. Sur les véhicules aussi, on a le premier 4x4. Donc les 4x4, ce n'est pas du tout quelque chose de récent. 1916, Latil développe un camion 4x4 qui est utilisé pour tirer les canons de gros volume. Hein. Et il y a une autre innovation qui n'est pas française, pour une fois, qui est d'avant la guerre, parce que c'est Röntgen, un Allemand, hein, qui a inventé l'accélérateur de particules. Alors l'accélérateur de particules, ça a permis dans un premier temps de faire des radiographies. Mais si vous voulez, les radiographies,
elles étaient boudées par le corps médical. Hein. Les médecins disaient, nous, c'est un gadget, on n'a pas besoin de radiographie. Mais Marie Curie a vu l'importance que ça pouvait apporter dans les diagnostics, hein, les recherches d'éclats, etc. Et elle a fourni à l'armée française du personnel et des véhicules. Donc elle a fourni 200 véhicules et elle a équipé 50 hôpitaux de matériel radiographique et le personnel pour pouvoir fabriquer ces radiographies. Donc ça a vraiment été boosté par la guerre de 14. Donc alors là, vous avez un canon de 37 mm. Alors ce canon, tel qu'on peut le voir là, il est en position de transport. Parce qu'il était utilisé pour les offensives, en fait, pour réduire les lignes mitrailleuses. Donc il est entièrement démontable. Les soldats transportaient le fût du canon à la main et ils le posaient au ras du sol et ils pouvaient utiliser des projectiles de 37 mm. Donc ça, c'est un projectile de 37 mm pour le canon de 37. Donc bonjour, nous avons un Minenwerfer, donc modèle 16, donc lance-flamme allemand, pour une personne en fait qui est autonome. Et il faut savoir que les premiers modèles faisaient 3 fois cette taille, et il y avait donc le porteur plus celui qui tenait la lance en fait. Et ensuite ils ont développé ce modèle-ci. Les premiers modèles allemands sont sortis en 1915. Les Français ont copié le concept en fait. Donc ça pèse quoi, une vingtaine de kilos, une portée inférieure à 18 mètres. Et donc c'était tout simplement de l'essence avec une cartouche de gaz qui, sous pression, envoyait l'essence enflammée, quoi. Et ça a une autonomie de 2 minutes. Donc le serveur de Minenwerfer en fait était doté d'une arme individuelle, style pistolet. Bon, là on a C96 Bolo. Et il avait également 2 grenades à manche, comme celle-ci. Donc modèle 1915, modèle 1917. Justement pour protéger sa retraite. Dès qu'il n'avait plus de liquide, en fait, il balançait ses grenades et pouvait prendre la fuite. Voilà. Ça c'est le Minenwerfer. Donc qui était destiné à lancer des mines sur l'ennemi en fait dans les tranchées. Donc là on a un exemplaire. On a un éclaté. Donc il pouvait pivoter sur lui-même à 360 degrés. Donc avec une élévatine. Ensuite on avait le Granatwerfer. Donc le Granatwerfer lançait ce style de projectile. En fait, qui est le principe de la grenade, quoi, l'ancêtre de notre mortier. Donc là, c'est ce qu'on appelle la grenade pigeon, donc quadrillée défensive. Donc ensuite ici, nous avons donc une casemate prussienne. Donc bonjour, je m'appelle Baptiste Antoine. Donc moi je représente le 30e bataillon alpin de chasseurs à pied. Donc je suis dans l'uniforme typique de 1914-1915, donc dit l'uniforme entre guillemets de tradition. Je porte plutôt la vareuse typique des chasseurs alpins, la vareuse d'Olman modèle 1891. Donc on va surtout la reconnaître avec les bourrelets sur les épaules qui permettent en fait de tenir en montagne toutes les sangles pour éviter que tout l'équipement parte des épaules.
Il y a également le grand col avec les pattes de col, avec le jaune jonquille qui est la couleur des chasseurs alpins, avec ce bleu là qui sera notamment confondu avec le noir par les Allemands. Donc les Allemands vont les appeler les Schwarzteufel, donc c'est les diables noirs, et les chasseurs, comme ils sont en bleu, ils vont adapter en diable bleu, et donc c'est de l'uniforme que tient le nom des chasseurs alpins. Je porte le pantalon modèle 1867 modifié 93 avec le liseré jaune jonquillé, les bandes moltières, des brodequins ici civils, donc on n'est pas sur le modèle militaire. Pour ce qui est de l'équipement, on porte les 3 cartouchières modèle 1888 dites pour Lebel. Lebel qui est ici, qui est l'arme majoritairement utilisée par les troupes alpines. Donc en 1914 et en 1915, quand les chasseurs vont attaquer dans les Vosges, ils vont avoir cette arme-là sur un terrain qui est très montagneux, parfois même type alpin avec de gros cailloux, etc. Et il y a plus d'une fois où ils vont devoir attaquer les Allemands, et pour monter, ils vont devoir mettre leurs armes à l'épaule ou carrément en sautoir, donc c'est-à-dire d'une épaule à l'autre. Et ça gêne beaucoup. Donc on a le brelage classique avec la baïonnette, dite Rosalie, mais qui est du modèle 1886, tout comme l'arme de cruciforme. Et pour finir avec l'équipement, on a la musette d'allègement modèle 92 en couleur cachou beige. On a le bidon modèle 1877 bleu ici de 1 litre. Et on a le gros de l'équipement qui est l'Havresac modèle 1893 noir, avec sa vache à eau, sa toile de tente, et ce qui est en boudin gris, c'est un couvre-pied. Et donc à l'intérieur, on va avoir plusieurs équipements, notamment des habits de rechange, des brosses, etc. Et en 1914, quand les chasseurs attaquent et quand l'armée globalement attaque, ils vont combattre dans cette tenue-là avec le sac sur les épaules. Le sac, ça va être utile pour pouvoir se défendre quand on est sur un terrain de plaine où on est à découvert par rapport aux tranchées ennemies. Et bien en fait, ils décrochent le sac, ils le posent devant eux, et à l'aide d'une pelle ou avec leurs mains, ils balancent des choses devant le sac pour faire une protection de fortune. Mais l'uniforme des chasseurs alpins va vite évoluer, mais ça c'est une autre histoire. Et donc pour finir, pour ce qui est de l'uniforme de chasseur alpin, une chose qui est assez iconique, c'est la canne. Donc il n'y a pas de canne vraiment réglementaire avec des marquages, etc. Ça va surtout être de l'achat civil, mais tous les chasseurs alpins ont une canne. On va les reconnaître notamment avec ce bec de canard. Ça ne sera pas rond, c'est vraiment plat et ça forme comme un bec. Et soit ils le prennent pour l'utiliser pour marcher, soit il sera posé sur le côté gauche du havresac de ce côté, avec une autre sangle qui n'est pas ici, et voilà.